Un accord d'une valeur de 5 milliards de dollars vient de bouleverser l'équilibre géopolitique du Sahel. Pour la première fois, le Mali, le Niger et le Burkina Faso s'unissent autour d'un projet spatial d'une ampleur inédite, l'acquisition de satellites de télécommunications et de surveillance auprès de la Russie. Ce n'est pas seulement une transaction économique, c'est un manifeste politique. Dans les rues de Bamako, de Niamey et de Ouagadougou, ce chiffre colossal résonne comme un défi lancé aux puissances occidentales qui, pendant des décennies, ont prétendu assurer la sécurité de la région, sans jamais parvenir à éradiquer la menace. Cet accord, signé au cœur du Sahel, incarne une volonté nouvelle, celle d'assumer son destin, de se doter d'outils technologiques réservés jusqu'ici aux grandes puissances. Mais une question brûle les esprits. S'agit-il réellement du premier pas vers une Afrique souveraine, ou bien d'un pari risqué qui redessine les lignes de fracture mondiale? Si vous croyez, vous aussi, que l'éveil de l'Afrique ne fait que commencer, abonnez-vous et restez avec nous jusqu'au bout de ce récit. À Bamako, capitale du Mali, une réunion historique a scellé l'avenir stratégique du Sahel. Les dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina Faso, réunis aux côtés des représentants de l'agence spatiale russe Roscosmos, ont signé un contrat évalué à 5 milliards de dollars. Ce montant impressionnant n'est pas un détail technique. Il illustre la détermination de ces trois nations à franchir un cap décisif. Pour la première fois, elles s'équipent de satellites de télécommunications et de surveillance capables de rivaliser avec les technologies déployées par les grandes puissances mondiales. Lors de la cérémonie, le ministre malien des Finances, Alioune Sanou, a rappelé l'importance de cette avancée. Grâce à ces satellites, les communications entre institutions de sécurité pourront enfin être protégées contre les intrusions, tandis que la surveillance des frontières deviendra plus efficace. Dans une région où des milliers de kilomètres de frontières poreuses laissent libre cours aux infiltrations djihadistes, l'apport de cette technologie est perçu comme une révolution. Mais les applications ne se limitent pas aux enjeux militaires. Sanou a également souligné que ces satellites permettront de mieux gérer les crises climatiques, inondations, sécheresses, incendies. Le Sahel, zone déjà fragilisée par le changement climatique, voit dans ce projet une assurance pour son avenir. Les trois pays du Sahel n'agissent pas seuls. Depuis l'année dernière, ils ont consolidé leur coopération au sein de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, initialement conçue pour la défense militaire. Aujourd'hui, cette alliance franchit une nouvelle étape, en intégrant une dimension technologique et spatiale. Les attaques récentes, comme celle qui a visé l'aéroport de Bamako, ont renforcé la conviction que la sécurité ne pouvait plus être garantie par des moyens traditionnels. Désormais, l'espace devient un champ de bataille stratégique et les satellites représentent l'arme invisible de la souveraineté. Ce contrat, en apparence purement technique, a donc une portée symbolique immense. Il marque la fin d'une dépendance séculaire vis-à-vis de l'Occident et l'émergence d'un partenariat assumé avec la Russie. Les rues de Ouagadougou, Niamey et Bamako vibrent de ce message. Nous avons choisi notre propre voie. Mais ce n'est là que la surface visible d'un bouleversement beaucoup plus profond, dont les répercussions secouent déjà l'échiquier international. L'attaque spectaculaire menée contre l'aéroport de Bamako a marqué un tournant dramatique. Cet assaut, perpétré par des groupes islamistes lourdement armés, a rappelé au monde entier que la menace n'épargne plus les capitales, longtemps considérées comme des zones relativement sécurisées. Pour les autorités maliennes, nigériennes et burkinabais, ce fut un électrochoc. Le message des assaillants était clair. Aucune infrastructure, aussi symbolique soit-elle, n'est hors de portée. Dans ce climat de peur et de vulnérabilité, l'annonce de l'acquisition des satellites russes a pris une dimension salvatrice. Les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel ont affirmé que désormais, chaque mouvement suspect pourrait être détecté en temps réel, que les infiltrations transfrontalières ne passeraient plus inaperçues. Pour les militaires, qui depuis des années combattent presque à l'aveugle dans l'immensité désertique, disposer d'images satellites. Haute résolution représente une transformation radicale de leurs capacités.
Le colonel Ibrahim Traoré, à Ouagadougou, a souligné que ce projet n'est pas seulement un outil de guerre, mais une réponse à la soif de souveraineté. Nous devons voir avant d'être attaqués. Nous devons comprendre avant d'être trahis, a-t-il déclaré devant ses partisans. Ces mots ont résonné comme une promesse de protection, mais aussi comme un défi lancé aux puissances étrangères qui, jusqu'ici, avaient échoué à sécuriser la région malgré leurs bases et leurs milliards dépensés. Dans les rues de Bamako, de jeunes manifestants brandissaient des pancartes « 5 milliards pour notre liberté, pas pour la dépendance ». L'accord est perçu comme une arme invisible mais décisive, capable de redonner confiance à des populations fatiguées par une décennie de guerre asymétrique. Si, dans les capitales du Sahel, l'accord de 5 milliards de dollars a été salué comme une victoire politique et technologique, ailleurs dans le monde, les réactions furent plus nuancées. Dans les quartiers populaires de Niamey ou de Ouagadougou, on parlait de « une renaissance », certains comparant même cet acte à une nouvelle indépendance. Les radios locales relayaient des témoignages d'agriculteurs et d'enseignants qui voyaient dans cette initiative la promesse d'un avenir plus sûr, où leurs enfants pourraient grandir loin de la peur quotidienne des attaques. À l'inverse, dans les chancelleries occidentales, le ton était empreint de méfiance. La France, bien qu'officiellement silencieuse, laissait filtrer des inquiétudes par la voix de ses médias. Comment 3 pays, autrefois partenaires privilégiés de Paris, pouvaient-ils désormais confier leur sécurité stratégique à Moscou? Certains éditorialistes français dénonçaient une fuite en avant, accusant les juntes sahéliennes de sacrifier l'avenir démocratique au profit d'une alliance militaire douteuse. La Russie, elle, savourait ce triomphe. Dans les communiqués de Roscosmos, on parlait de partenariat de confiance, de coopération historique. Le Kremlin voyait dans cette entente un double avantage: asseoir son influence en Afrique tout en affaiblissant l'ancrage occidental sur un continent en plein bouleversement. Pour les habitants du Sahel, cette réorientation n'était pas un choix par défaut, mais un acte de survie. Et pourtant, derrière les applaudissements et les inquiétudes, une certitude s'imposait. Le Sahel venait de franchir un seuil irréversible. Mais cette décision, aux allures de libération, n'est que la première étape d'une transformation aux conséquences encore insoupçonnées. Dans les rues animées de Bamako, l'annonce de l'acquisition des satellites de télécommunications résonnait comme une promesse tangible. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement une question de sécurité nationale, mais aussi d'inclusion sociale. Les villages reculés, longtemps privés d'accès à l'information et aux services numériques, voyaient poindre la perspective de recevoir enfin un signal télévisé, une connexion Internet stable, un numéro de téléphone fonctionnel. Un enseignant de la région de Mopti déclarait à la radio locale: « Pour la première fois, nos enfants pourront accéder aux mêmes cours en ligne que ceux des grandes villes. » Dans un Sahel, souvent frappé par la fracture numérique, cette avancée technologique prenait des allures de révolution silencieuse. Les bénéfices s'étendaient aussi à la gestion des crises climatiques. Les inondations meurtrières, les sécheresses prolongées, les feux de brousse, autant de fléaux qui rythmaient la vie des paysans, pourraient désormais être anticipés grâce aux données transmises par les satellites. Les gouvernements espéraient déployer des systèmes d'alerte rapides pour sauver des milliers de vies et protéger les récoltes vitales. Dans l'opinion publique, un sentiment de dignité retrouvée dominait. « Nous n'attendrons plus que l'aide internationale nous dise quoi faire », affirmait un jeune étudiant burkinabé. « Avec ces satellites, nous aurons nos propres moyens de comprendre et de décider. » Cet élan d'optimisme renforçait la cohésion nationale, redonnant foi en un avenir que beaucoup croyaient confisqué par des décennies d'ingérence étrangère. Mais au-delà du quotidien des populations, l'impact le plus profond de ce contrat de 5 milliards de dollars se jouait sur le terrain politique. Pour les juntes militaires au pouvoir, l'accord avec Moscou symbolisait une rupture définitive avec l'ordre ancien, dominé par les puissances occidentales. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, les gouvernements de transition répétaient un message simple: « Nous reprenons le contrôle de notre destin ». Ce langage résonnait avec force dans une région marquée par la défiance vis-à-vis de Paris et de Washington, accusés d'avoir échoué à éradiquer le terrorisme malgré des années d'intervention militaire. La Russie,
en se présentant comme le nouvel allié stratégique, consolidait son statut de protecteur du Sahel, ses livraisons d'armes, ses formateurs militaires, et désormais sa technologie spatiale constituait un socle de légitimité pour les régimes en place. Chaque satellite lancé devenait un symbole politique, la preuve que ces États pouvaient accéder à des technologies de pointe sans passer par les circuits traditionnels contrôlés par l'Occident. Cependant, cette alliance redessinait les lignes de fracture mondiale. Les analystes parlaient d'un nouveau non-alignement, mais en réalité, il s'agissait d'un basculement assumé vers l'orbite russe. L'Alliance des États du Sahel ne se limitait plus à une coopération militaire régionale. Elle s'imposait comme une force politique capable de remodeler les équilibres géostratégiques. Dans les chancelleries africaines voisines, certains observaient avec admiration, d'autres avec inquiétude. Car si le pari réussissait, il offrirait un modèle d'émancipation inédit sur le continent. Mais si l'expérience échouait, le coût politique et économique pourrait être dévastateur. Pour l'heure, une chose était sûre, le Sahel venait de rompre les chaînes invisibles qui l'avaient longtemps maintenu sous tutelle. L'acte de Bamako n'était pas une parenthèse, mais une déclaration de souveraineté. L'accord de Bamako ne peut être compris comme une simple transaction commerciale. En engageant 5 milliards de dollars pour acquérir des satellites de télécommunications et de surveillance auprès de la Russie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont posé un acte fondateur de souveraineté. Dans une région longtemps dominée par les logiques extérieures, cette décision incarne une rupture radicale avec le passé. Chaque signal émis depuis l'espace, chaque image transmise au sol devient le témoignage d'un continent qui affirme son droit à l'autonomie et refuse d'être réduit à une périphérie oubliée. L'Alliance des États du Sahel, créée à l'origine pour renforcer la coopération militaire, se voit ainsi dotée d'un outil qui dépasse largement le cadre sécuritaire. Car ces satellites ne serviront pas seulement à surveiller les frontières poreuses ou à détecter les mouvements des insurgés islamistes. Ils constitueront aussi les fondations d'une nouvelle ère de connectivité. Dans les villages isolés, là où l'on ne capte aujourd'hui ni réseau téléphonique ni Internet, l'accès à la communication deviendra possible. Dans les universités, de jeunes chercheurs pourront enfin accéder aux bases de données mondiales. Dans les champs, les agriculteurs recevront en temps réel des informations sur les précipitations ou les risques climatiques. Cette ouverture technologique porte la promesse d'un développement économique et social à long terme, capable de réduire la fracture numérique et de donner aux populations locales les moyens de participer à la mondialisation sur un pied d'égalité. Mais cette vision lumineuse ne doit pas masquer les zones d'ombre. Le coût faramineux de l'opération interroge déjà les consciences. Comment justifier une dépense de 5 milliards de dollars dans des pays où les hôpitaux manquent de médicaments et où les écoles croulent sous les besoins les plus élémentaires? Cette contradiction nourrit un débat interne, où certains voient dans l'accord une fuite en avant technologique, plus qu'une réponse aux urgences quotidiennes. De plus, la dépendance renforcée vis-à-vis de Moscou représente un pari risqué. Si la Russie consolide aujourd'hui sa présence en Afrique, qu'adviendrait-il si demain ses priorités géopolitiques se déplaçaient ou si des sanctions internationales venaient entraver cette coopération? La fragilité institutionnelle des juntes militaires ajoute une incertitude supplémentaire. Elles espèrent accroître leur légitimité grâce à ce projet, mais nul ne sait si leurs successeurs poursuivront dans la même direction. Ainsi, l'accord spatial du Sahel est à la fois un symbole éclatant d'indépendance retrouvée et un pari audacieux sur l'avenir. Il exprime une volonté collective d'inscrire le Sahel dans le cercle des nations, capables de maîtriser leur propre espace de communication et de se libérer de la tutelle occidentale. Mais il expose également ces pays à des défis économiques, politiques et diplomatiques immenses. L'histoire jugera si cet investissement titanesque sera le levier d'une renaissance africaine ou le poids d'un fardeau insoutenable. Personne ne s'attendait à ce que la signature d'un accord spatial de 5 milliards de dollars devienne en quelques jours le catalyseur d'un basculement politique majeur.
Au départ, il ne s'agissait que d'un projet technique, négocié entre militaires au pouvoir et ingénieurs russes. Mais la réaction internationale a transformé l'événement en une onde de choc. Les chancelleries occidentales, surprises par l'audace des 3 pays sahéliens, y ont vu un affront direct à leur influence historique. Les médias européens ont dénoncé une fuite en avant dangereuse, tandis que certains responsables à Washington évoquaient un nouveau rideau de fer technologique en Afrique. Loin de s'intimider, Bamako, Niamey et Ouagadougou ont revendiqué leur choix avec une assurance inédite. Le véritable tournant est survenu lorsque des milliers de citoyens, dans les rues de Ouagadougou et de Bamako, ont brandi des drapeaux nationaux aux côtés de banderoles clamant « Notre ciel nous appartient ». Pour la première fois depuis des décennies, les populations du Sahel ont perçu un projet étatique comme une conquête partagée, non comme une décision imposée d'en haut. Cette adhésion populaire, imprévue et spontanée, a donné au contrat spatial une dimension politique explosive. Il ne s'agissait plus seulement de technologie, mais d'un acte de libération collective. Dans ce contexte enflammé, une figure s'est imposée avec une force inattendue, celle du président burkinabé Ibrahim Traoré. Alors que les images de la cérémonie de Bamako circulaient, son discours enflammé résonna bien au-delà des frontières. « Nous ne demandons plus la permission d'exister, nous affirmons notre droit à la liberté », déclara-t-il, les yeux fixés sur la caméra. Cette phrase, reprise en boucle sur les réseaux sociaux, a transformé le jeune chef d'État en symbole continental. À Niamey, des étudiants l'ont surnommé « le capitaine du ciel ». À Bamako, des familles ont collé son portrait aux côtés des héros historiques de l'indépendance. Et à Ouagadougou, les anciens, habituellement sceptiques face aux promesses des dirigeants, ont vu en lui l'héritier d'une lignée de résistants. La stature de Traoré a dépassé son rôle national pour incarner une cause, celle d'un Sahel qui refuse de plier. Ce basculement inattendu a pris de court ses adversaires. Ceux qui le percevaient comme un chef militaire transitoire doivent désormais composer avec une figure charismatique, enracinée dans l'imaginaire populaire. Dans le tumulte des critiques occidentales et des incertitudes économiques, Traoré a su transformer un contrat spatial en acte fondateur. Le Burkina Faso, à travers son président, n'est plus seulement un pays en quête de stabilité. Il est devenu le cœur battant d'une Afrique qui se lève. Ainsi s'achève un chapitre qui restera gravé dans l'histoire du Sahel. L'accord spatial de Bamako, au-delà de sa dimension technologique, a fait naître un nouvel horizon, celui d'une Afrique qui choisit de se tenir debout, de refuser la tutelle et de tracer sa propre route. Pour le Burkina Faso, pour le Niger et pour le Mali, c'est une renaissance. Une renaissance douloureuse, fragile, mais portée par une conviction inébranlable, le droit de décider par soi-même. Le président Ibrahim Traoré, par son courage et ses paroles, a su incarner cette transformation. Son message ne s'adresse pas seulement à son peuple, mais à toute une génération africaine, et au-delà à ceux qui, en France ou ailleurs, cherchent encore à croire en la force de l'idéal. Oui, comme il l'a dit, nous ne demandons pas la permission d'être libres. Nous nous levons pour conquérir notre liberté. Si l'esprit d'Ibrahim Traoré touche votre cœur, partagez cette histoire. Abonnez-vous si vous croyez qu'une Afrique digne et souveraine mérite d'être entendue. Que Dieu bénisse le Sahel. Que Dieu bénisse l'Afrique.